Oukaour Ali. Vous êtes gastro-entérologue installé à votre compte. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. On est peut-être dans un contexte pandémique, hein. On a un peu oublié le coronavirus ces derniers temps, et tant mieux. Mais est-ce que le jeûne peut avoir aussi un rôle stimulateur de l'immunité, docteur Oukaour? Sûrement. Donc, oui. Mon confrère vous a parlé de ça. Donc, il y a une stimulation de l'immunité puisque l'organisme se détoxifie, donc il régénère. Oui. Donc, par ce processus de régénération, on entraîne un état de bien-être immunitaire et même moral et tout. Puisque vous êtes gastrologue également, est-ce qu'on peut parler, alors peut-être pas dans le jeûne que nous observons, on va développer ça tout au long de cette émission, mais est-ce qu'on peut parler aussi peut-être de repos de nos intestins? Est-ce que notre estomac devrait, ou nos intestins devraient se porter mieux pendant ce mois sacré? Si on se situe dans la période du Ramadan, c'est un peu mitigé, dans le sens qu'on a un jeûne de 12 heures ou de 16 heures qui est suivi d'une surconsommation d'aliments. À ce moment-là, ce n'est pas vraiment le jeûne en lui-même est bénéfique. Il entraîne un repos des intestins, régénération détoxication, régénération de toutes les cellules et du microbiote. Enfin, c'est les bactéries bénéfiques du corps humain. Mais au moment du repas, il se produit un effet inverse. Souvent, on agresse l'intestin en nous suralimentant. Donc, il y aura une réactivation rapide et un peu brutale du tube digestif. Donc, on perd le bénéfice du repos par les écarts alimentaires. Oui, absolument. Après, c'est l'alternance entre l'abstinence et après les excès qu'on va voir pendant la soirée, d'autant plus qu'on jeûne pendant plus de 15 heures cette année. Oui. Théoriquement, on devrait avoir un jeûne orienté où les gens puissent maîtriser leur alimentation. Sans maîtrise de l'alimentation, les bénéfices sont facilement perdus. Il y a cette notion de restriction calorique en principe dans le jeûne, docteur Oukaour, c'est-à-dire qu'on est censé réduire les calories pendant le Ramadan pour pouvoir tirer profit justement de ce jeûne, tout le profit que vous étiez en train d'énumérer tout à l'heure, vous et docteur Bouad Louheb. Est-ce qu'on est vraiment dans la restriction calorique pendant le Ramadan? Finalement, on tire profit de ce jeûne ou pas? Le problème, il y a un problème culturel, d'habitude alimentaire qui fait qu'on n'est pas dans la restriction. Vous avez entendu personne parler de gratin, de sucreries, donc pratiquement et elle disait elle disait c'est tout. Où les pâtisseries travaillent le plus. Donc, mais si on faisait une sensibilisation sur le Ramadan, ce qui se passe dans le corps humain, premièrement, il y a des modifications métaboliques qui font que le risque d'hypoglycémie est pratiquement très réduit, c'est un individu normal. L'insuline est spontanément réduite et les hormones qui augmentent la glycémie, comme la noradrénaline, l'hormone de croissance, sont à un seuil plus élevé. Donc le risque d'être en hypoglycémie n'existe presque pas. Et puis il y a un autre élément, c'est que le vrai problème, c'est l'hydratation. Donc il faut que les gens s'hydratent pour éviter les effets secondaires qu'on a souvent pendant le Ramadan, les maux de tête, les fatigues. Donc il faut réhydrater. Il faut insister sur la qualité de l'alimentation dans le sens que la soupe shorba, instinctivement, c'est un très bon repas. C'est un très bon aliment qu'on ramène. Mais tant qu'on n'aura pas sensibilisé les gens, et par ricochet, il y aura des répercussions économiques. Donc il y aura la baisse des dépenses des foyers pendant le Ramadan. Donc c'est une question de sensibilisation et d'éducation sanitaire qui n'est pas fait, qui n'a jamais été fait en réalité. Docteur Bouad Louheb disait tout à l'heure qu'on ingurgitait quelque chose comme 4000 calories en un repas et en un temps très, très record. On sait que généralement le repas de l'iftar est très rapide et voilà, il y a cette notion d'ingurgiter toutes ces calories à la fois. À quel point cela peut être préjudiciable pour notre santé? En prenant ces quantités-là de calories, on entraîne une sidération du corps parce que c'est une arrivée massive de sucre, ce qui entraînera facilement un dérèglement du métabolisme et une déshydratation parce qu'il y a un phénomène d'osmose, passage d'eau pour rééquilibrer même au niveau de l'intestin. Donc, il y a une perturbation aussi du métabolisme d'un point de vue poids, parce qu'en général, endocrinien aussi. Oui. Le jeûne entraîne, la première étape du jeûne, c'est consommer le glucose qui est dans le foie, puis on passe aux muscles, puis on passe aux graisses.
Mais en ramenant autant de sucre, tout ce mécanisme de digestion bénéfique est perdu parce qu'on a trop de réserves, donc on ne sollicite plus le foie, on ne sollicite plus la masse graisseuse. Théoriquement, il faudra commencer par une alimentation liquide pour éviter le Lempic syndrome, parce que la soupe shorba sort plus facilement de l'estomac. Donc elle arrive au niveau de l'intestin, elle évite cette dilatation, cette libération d'hormones qui entraînent la fatigue et le malaise. Mais il y a une chose, c'est qu'instinctivement, l'estomac fonctionne au ralenti lors du ramadan. J'ai constaté, en faisant des endoscopies, en général, on dit 6 heures de jeûne suffit pour avoir un estomac vide. Théoriquement, c'est 3 heures, mais dans 3 heures de sécurité, donc après 6 heures. Ce que je constate avec mes 30 ans d'expérience, que lors du ramadan, si une personne a 8, 10, 12 heures de jeûne, son estomac est rempli. Pratiquement, je fais rarement d'endoscopie la matinée pendant le ramadan, donc il y a un problème de vidange gastrique. C'est-à-dire on ne digère pas finalement. On ne digère pas, donc on se retrouve avec un abdomen qui est gonflé dans sa partie supérieure, ce malaise. Oui, il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent parce que l'estomac, instinctivement, est au ralenti pour libérer, comme si c'était des aliments, des glucides à absorption lente là, l'estomac libère progressivement les aliments, ce qui fait qu'en réalité, on n'a pas besoin de nous alimenter dans la journée. Instinctivement, par cette commande cérébrale, l'estomac se vide lentement, donc il libère des aliments de telle sorte qu'on n'est jamais en manque d'énergie grâce à cette vidange ralentie. Oui, il y a beaucoup de gens en même temps qui se plaignent, docteur Oukaour, pendant le ramadan, par exemple, de problèmes de transit, vous disiez à l'instant d'avoir des rots, par exemple, d'avoir des douleurs. Est-ce que c'est normal ? Ça, c'est un signe direct d'une mauvaise alimentation, d'une mauvaise consommation, d'une mauvaise prise alimentaire. Mon confrère a parlé de l'étalement, ça c'est l'idéal. C'est ce qu'il faudrait faire, répartir son repas sur presque 1 heure, entraînerait la disparition de tous ces symptômes, cette gêne, cette dyspepsie, cette lourdeur qu'on a. Il y a des aliments, vous me tendez un peu la perche, il y a des aliments, des compléments alimentaires qu'on propose aujourd'hui justement pour lutter contre cet état qu'on a désagréable en ayant des gaz. Est-ce que ça marche finalement ? Moi, je pense que c'est beaucoup plus des effets de mode, alors que la bonne hygiène serait de se passer de tout ce qui n'est pas naturel. Notre ami a parlé des aliments riches en eau, particulièrement les fruits, les tomates, les concombres. Tous ces aliments-là, c'est ce qu'on devrait encourager que des produits de synthèse. Est-ce qu'on peut dire finalement, tout à l'heure M. Mnoual en a parlé, on est un pays grand consommateur de sucre, on est une population qui consomme beaucoup de sucre pendant le ramadan avec tous les gâteaux et au miel, surtout que nous consommons. Est-ce que le ramadan est un pourvoyeur de diabète ? Je ne pense pas que ce soit le pourvoyeur de diabète, mais est-ce que ça se déclare ? Ça déséquilibre plutôt le diabète. D'accord. C'est plutôt un déséquilibre. C'est-à-dire on a tendance à décompenser. Je pense que c'est pas reconnu comme, mon confrère va me corriger peut-être, ce n'est pas reconnu comme étant un élément qui entraîne un diabète. Il faut classer. Il y a 2 diabètes, il y a le diabète insulinodépendant et non insulinodépendant, type 2. Généralement, le ramadan est bénéfique pour le type 2. En général, c'est des sujets obèses, en général. Donc là, c'est bénéfique. Quand c'est bien réglé, quand les valeurs si une personne est déjà déséquilibrée, ce sera un révélateur. Oui. Mais le type 1, pratiquement, insulinodépendant, il est interdit de jeûner. Ces gens-là, ils ne sont pas concernés par le malheureusement, il y en a beaucoup qui jeûnent quand même, malheureusement. Oui, c'est connu ça. Oui. Le taux d'hospitalisation de ces types de malades et des cardiopathes est plus élevé pendant la période de ramadan. Est-ce que nos capacités cognitives et physiques sont diminuées à cause du jeûne, finalement, ou pas ? C'est l'inverse ? Non, en général, ça ne peut pas coller au ramadan, notre comportement souvent agressif. Est-ce que le jeûne affecte nos capacités cognitives et physiques ? Est-ce que c'est normal ou alors c'est juste, ça se passe dans la tête, c'est-à-dire qu'on se sent tout le temps fatigué. Ça se passe dans la tête, parce qu'il y a des personnes qui gardent le même rythme de fonctionnement. Moi, je pense que ça se passe dans la tête, ce genre de comportement. Oui, sur les viandes, par exemple, que nous consommons. Il faut savoir que, pour être un peu théorique, les sources de protéines ne sont pas seulement dans la viande. Elles sont aussi dans certains légumes, comme les légumes secs. Mais on aura du mal à préparer une table pour le ramadan sans viande. Oui, alors mais il faut encourager la consommation de poissons
qui est moins consommé pendant le ramadan. Oui, mais c'est cher, c'est très cher. Non, mais je préfère 1 kilo de sardines à 1000 dinars que du foie à 4000 dinars. C'est plus rentable de manger ce kilo-là que l'autre kilo. Donc, il ne faut pas dire que c'est cher parce que tout est relatif. Je parlais du poisson d'une manière générale, pas uniquement de la sardine. On prend des poissons. Mais actuellement, je crois qu'il y a Cocidia qui fait de l'élevage de poissons dans le sud, qui est très rentable et à moindre coût. Donc, c'est ce qu'il faudra encourager aussi. Dans le nord, peut-être. Oui, mais je crois que c'est très rentable chez eux. Donc, il faut penser à d'autres sources. Les œufs, par exemple, qui sont des sources de protéines, parce qu'on a besoin d'un équilibre de tout. Donc, l'hydratation, les protéines pas en excès, et diminuer tout ce qui est sucre, gras et sel. Oui. Il y a une question sur la page de l'émission, justement, sur la maladie cœliaque. Alors, c'est une personne qui souffre de cette maladie vraisemblablement et qui demande justement qu'est-ce qu'elle pourrait manger pendant ce mois sacré. Elle pourrait manger que le régime de la maladie cœliaque. Il ne faut pas dire qu'on ne va pas lever la barrière pour ça, parce que c'est les personnes qui peuvent jeûner le plus normalement du monde. D'accord, mais on peut trouver maintenant des pâtes sans gluten. Je pense qu'il y a assez actuellement dans les supérettes des pâtes sans gluten. On peut faire, il y a le maïs, mais le reste, les fruits, les légumes et l'eau, même le cœliaque peut les prendre. Donc c'est les mêmes conseils, seulement qu'on continue. Les malades continuent à suivre le régime préconisé avant le ramadan. Pour le suhour, alors on a tendance à vouloir chercher des aliments peut-être pour ne pas avoir faim. Qu'est-ce qu'on peut manger justement? Quelque chose qui nous cale, qui soit pas trop lourd. J'ai parlé déjà que la vidange gastrique est très ralentie, donc on est déjà calé, mais je pense qu'il faut prendre ça comme un petit déjeuner ou comme un second repas, normal, c'est-à-dire encourager les sucres d'absorption lente, donc comme le blé complet, des protéines avec des œufs, des produits lactés qui sont très équilibrés en sucre, graisse et protéines. Donc il faut encourager ça. Donc un produit lacté, des fruits, c'est toujours bon, et des sucres d'absorption lente. Oui. Docteur Oukarou, alors on a parlé un peu des aliments qu'il faut privilégier, et quels sont les aliments finalement à éviter? Parce qu'on a tendance à prendre encore une fois beaucoup de sucre au moment de la rupture, avec les boissons sucrées, avec les limonades qui chez certaines familles, c'est un rituel, c'est tous les soirs. Effectivement, la limonade est un aliment, c'est quelque chose de catastrophique vu la quantité de sucre, particulièrement ce qui est produit en Algérie. Donc on est dans les tops trop sucré. Donc il faut éviter tout ce qui est trop sucré, les sucres d'absorption rapide, les produits trop salés parce qu'ils entraînent un déséquilibre de l'eau. Et principalement et le gras, parce que si on donne du gras, on évite de consommer les réserves de graisse, donc on évite de favoriser la détoxification du corps. Donc tout ce qui est riche en sel, sucre, gras doit être évité. Oui. Vous pensez finalement qu'on peut réconcilier jeûne et Ramadan et diététique, je me reprends, parce que jeûne c'est autre chose. Ramadan, il y a tout ce poids culturel qui est derrière. Je pense actuellement notre société, entre guillemets, se modernise avec les nouvelles cellules familiales. Donc je pense qu'on y arrivera sous peu à avoir un bon équilibre diététique dans la population algérienne. Parce que les anciennes cellules familiales commencent à se disloquer. Donc on va retourner à des gens plus diététiques, détox et tout. Dernière question qui a été posée aussi sur la page de l'émission, sur une personne qui se plaint de maux de tête et des envies de rendre aussi pendant les premiers jours du ramadan. Est-ce que c'est normal? Elle pose la question, est-ce que c'est normal? Les 2 premiers jours, c'est connu, donc je suppose que c'est le corps qui s'adapte. Donc au bout de 2-3 jours, ça rentre dans l'ordre. Mais si ça traîne un peu plus de 4-5 jours, il faut aller consulter. Et là, on pourra un peu... Cette émission est arrivée à son terme. Merci d'avoir sensibilisé autour de cette thématique très importante. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Cette émission est à présent terminée. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Sahaftourkoum.